Salut mon Carl! Hey, salut, comment ça va? Ça va bien? Parfait. Ouais. Je suis content de te voir. Moi aussi, je suis content de te voir. Ouais. Hmm. Tu parles de quoi cette semaine? Moi, je parle de Black Midi, qui est un band de jazz, électronique, punk, toutes sortes d'affaires mélangées ensemble. Une gang de petits jeunes hommes qui viennent de l'Angleterre. Ah. OK? Puis à part... OK. OK? Puis, j'ai fait un changement de dernière minute dans mon planning. Pour être franc avec toi, j'ai envie de le mentionner pareil. Je voulais parler de Anatarash, un groupe japonais des années 80 qui, eux, faisaient plus de la performance que de la musique. Ils faisaient de la musique avec des objets comme, tu sais, des marteaux-piqueurs, des tonneaux en métal, toutes sortes de cossins. Je pense que leur démarche, c'était essentiellement de détruire l'endroit où ils jouaient à chaque fois. Fait qu'ils ont fait à peu près 4 shows, là. Puis ça a culminé... Avant d'être barré partout. Pas mal, ouais. Puis même effectivement, le gars qui a fondé ce band-là, tu sais, il a été barré au Japon, un peu partout. Ben, partout au Japon, dans le fond, pendant, je pense, 10 ans après avoir fait ça. Parce que ça a culminé essentiellement à un show dans un bar où ils sont arrivés avec un bulldozer. Puis ils couraient après le monde dans le public avec un bulldozer. Puis à un moment donné, le gars qui a fondé le band, il a fait un accident puis il est rentré dans le mur du bar puis il a défoncé le mur. On voyait la ruelle en arrière. Puis tout ça. Fait que j'avais envie de parler de ça juste pour parler un peu de quelque chose qui est à la limite entre ce qu'on pourrait dire qui est de la musique puis quelque chose de plus art moderne, bizarre, tout ça. Ouais. Mais je me suis dit que non seulement il n'y a pas beaucoup d'informations sur ce projet-là, puis qu'en plus, ben, au final, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire que ce que je viens de dire là, tu sais, que c'était des malades. C'est des malades qui ont mis ça sur le dos de l'art. Je pense qu'eux autres, ils voulaient exprimer de la colère ou quelque chose de très, très brutal et violent. Là, ils devaient en recevoir des propriétaires aussi en retour. Oui. Il y a un groupe qui s'appelle Bad Luck 13 aux États-Unis qui ont fait un peu le même genre de truc, puis eux aussi, ça a pris quelques shows, puis ils se sont tout fait arrêter. Puis, fait que bref, je vais parler de Flying Lotus à la place, qui est un genre de rapper jazz expérimental. Je vais parler de son album You're Dead, qui est un album très dans le jazz, justement. J'ai hâte de voir ce que tu vas en penser, parce que c'est deux bands, dans le fond, aujourd'hui, qui touchent au jazz, mais qui sont pas des bands de jazz non plus, à mon avis. Fait que, voilà. Super. Moi, aujourd'hui, je te fais un spécial de l'Inde. Ouais, journée spéciale de l'Inde. Tu me connais, je suis un grand fan de cette culture-là en général, le yoga et toutes choses. Donc, je vais pas nécessairement te présenter un band ou un artiste comme tel. Je vais plus te présenter des grands courants, 2 courants, disons, qui sont là depuis des milliers d'années, en vrai, dans ce pays-là. OK. Je vais te parler des ragas, puis je vais te parler des mantras. D'accord. Ouais. C'est deux choses évidemment interreliées d'une manière ou d'une autre, mais en même temps totalement différentes. Oui. Fait que j'ai bien hâte de te parler de ça, puis en même temps, de peut-être un petit peu, je sais pas à quel point, mais un petit peu démystifier certains aspects de cette culture-là qui, de notre point de vue occidental, peut parfois être chaotique. Oui, j'ai hâte d'entendre parler de ça. Je connais pas énormément ça. Ça me rappelle un peu quand on parlait des jeux de gorge, etc. Tu faisais des nuances puis des choses qui sont, je pense, bien intéressantes puis importantes à souligner. Tu sais. Puis c'est proche de toi, en plus, effectivement. C'est une pratique un peu spirituelle qui tourne autour de ces choses-là, si je peux me permettre de le dire. Oui. Oui, carrément. Ouais. Fait que, veux pas, j'imagine que ça va être quelque chose d'un peu plus personnel pour toi à présenter. Donc, je ne peux que avoir hâte. Oui, surtout les mantras. Les ragas, là, c'est moins dans mon quotidien, mais les mantras, assurément. Parfait. Moi, je suis un total layman par rapport à ces choses-là. Tout ce que je pourrais te dire que je sais à propos du mot mantra, c'est « Om ». Fait que voilà. Mais regarde, c'est un bon début. Après ça, éduque-moi pour le reste. Parfait. On part de ça, ce show-là, d'abord. On part ça. All right. Fait que, mon Guillaume, je vais te parler de Black Midi, qui est un band composé
principalement de jeunes hommes qui sont quand même très jeunes. Là. Ils sont allés dans une école qui s'appelle Brit Art School, je pense, à Londres. Ils se sont tous rencontrés. Tu dis très jeune, moi je vois 12 ans. Là, non, quand même, début vingtaine. OK. Ils ont été ensemble dans une école d'art, niveau universitaire, on va dire. Mm-hmm. Ils se sont rencontrés là, puis ils ont décidé de fonder un band qui s'appelle Black Midi ensemble. Black Midi, d'ailleurs, je ne savais pas, mais c'est en référence à un genre musical qui existe, puis qui est pas ce qu'ils font, eux. Fait que je sais pas trop pourquoi ils ont décidé de s'appeler comme ça. OK. Je pense que c'est parce qu'il y a énormément de notes dans leur musique, tu sais. Tu parles souvent de ça, toi, comme la justesse des notes, en faire moins, souvent, c'est plus. Dans leur cas, je pense que il y a un range quand même assez large de sons là, qui abordent dans leur musique. Ils ont fait 3 albums depuis qu'ils ont commencé il n'y a pas si longtemps. Moi, je vais parler du plus récent, Hellfire, qui s'appelle. OK. Puis essentiellement, dans cet album-là, effectivement, c'est très dense en notes, en sons, tu sais. Ça touche au jazz, mais à beaucoup d'autres genres musicaux. Puis pour en revenir en fait à Black Midi, excuse-moi, je me répands un peu comme une vieille flaque. Ouais, mais je vais te demander, le style musical Black Midi, c'est quoi? Ben c'est ça, le Black Midi, dans le fond, c'est en référence à de la musique qui est composée entièrement en midi. Midi, pour vraiment... Midi, sais-tu ce que ça veut dire? Ces 4 lettres-là, M-I-D-I. C'est Musical Instrument Digital Interface. That's right. That's right! That's right. Honnêtement, je connaissais pas exactement ce que ça voulait dire, le mot, là, mais effectivement, c'est ça. C'est des notes de musique qui sont programmées dans un ordinateur. C'est difficile à expliquer, hein? Veux-tu que je prenne un peu la balle au bon? Prenons le lead là-dessus. Ouais, le MIDI, c'est un outil, disons, de création musicale, mais entièrement digital, donc entièrement basé dans les ordinateurs. Puis c'est plus ou moins comme de sélectionner, un peu comme si on avait un piano, de sélectionner une note, de sélectionner sa longueur, de sélectionner sa vélocité, c'est-à-dire doux ou fort ou moyen ou tout ça. Mm-hmm. Puis avec plusieurs nuances, évidemment, entre. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que dans l'ordinateur, une fois qu'on a établi, OK, je veux une note qui dure, on va dire... je vais le mettre en secondes, là, on va dire 1 seconde d'un do de telle vélocité, de telle force. Ben ça, je veux que ce soit joué par un instrument qui ressemble à un piano. Je veux que ce soit joué par une trompette, un vibraphone ou, un synthétiseur complètement inexistant dans la vraie vie. Tu sais, en fait, souvent, surtout si on recule dans les années, quand le MIDI est apparu, les sons étaient vraiment cheap. Là. La trompette, là, ça sonnait mal. Ouais. Puis c'est encore des fois à mode d'utiliser des sons vraiment poches. Puis des drums. Puis en tout cas, tu peux choisir ta note vers où elle s'en va dans n'importe quel genre d'instrument. Oui. Fait essentiellement, c'est un peu comme écrire de la musique, mais la programmer d'une certaine manière. Oui. Puis une fois que tu as ta composition en MIDI, ben tu peux lui attribuer le son que tu as envie. Fait moi, je m'en sers quand même souvent dans ce que je fais. Puis justement, tu sais, je vais composer du piano, puis après, je peux, par exemple, je me demande qu'est-ce que ça fait si je la fais jouer par un xylophone à la place ou par autre chose, comme tu dis. Black Midi, dans le fond, pour en revenir à ça, c'est un peu ça, genre. C'est de la musique qui est entièrement créée en MIDI et qui se regarde quasiment plus qu'il s'écoute. C'est ça qui est particulier. C'est le Black Midi, dans le fond, ça fait référence à une page de musique qui est complètement noircie de notes, tu sais. Fait que dans le Black Midi, t'as des tunes qui contiennent des millions de notes, même des fois des billions, genre. C'est ridicule, là, cette histoire-là. Puis justement, quand tu écoutes du Black Midi, souvent, ça va être présenté avec une capture d'écran d'un logiciel de musique, dans le fond, où tu vois le piano en bas, là, les notes d'un piano. Puis, tu sais, les espèces de petits carrés qui représentent ces notes-là qui passent un peu comme à Guitar Hero. Oui, c'est ça. Puis, mais tu sais, avec ça finit par faire des formes puis des patterns. Puis, tu sais, ça devient quasiment un film expérimental à écouter. Que dans le fond, ce que tu vois, c'est la musique que tu es en train d'entendre. Fait que, en tout cas, on pourrait dire que c'est un peu de la folie, là. Ce genre de... Tu sais, ça a l'air que, contrairement à de la musique en général, qui est composée, on va dire, contrairement à de la musique électronique en général, qui est composée par 1 ou 2 personnes...
Ça, souvent, c'est des gangs qui se mettent tout ensemble puis qui c'est comme pelleter comme des notes dans un truc là, pour créer des espèces d'images. Puis des tout géométriques, genre des formes. Exactement. Ouais. Fait que j'aurais de la misère à appeler ça de la musique, pourtant ça sonne comme de la musique au final. Ça sonne comme de la vieille musique de jeux vidéo en général. OK. Black Midi, ça n'a pas vraiment rapport avec ça. Comme je dis, le lien qu'il y a avec le mot, probablement que c'est la manière qu'ils jouent leur instrument. Je vais te mettre une toune. OK. The greatest the world has ever seen, a genius among non-entities. The Ludwig clash of the century, February 1st, 2163, I was there, but could not see, being a 3-for-3 superfluous freak, blinded by necks, upper backs, and knees, falling fast, flapped by the breeze, sunshine in the... C'est bien bon. Ça me fait penser à du genre de Frank Sinatra ou Michael Bublé, mais dans un contexte speedé de jeux de vidéo. Finalement, tu l'entends un peu, le Black Midi. Oui, l'allusion est audible. Ouais. Ils ont des influences que, pour des jeunes de leur âge, généralement, ils n'ont pas. Justement, le crooning, comme tu dis, Frank Sinatra, tout ça. Il y a le High Life, qui est une musique des années début 1900. Okay. Qui est une musique, un mélange entre du jazz puis de la musique militaire. Genre de la musique style les chants de marins, des hymnes de militaires, là, puis tout ça. Il y a aussi une influence de soukous, qui est une musique congolaise qui est dérivée de la rumba des années 60. Okay. Évidemment, il y a le rock classique puis le noise rock japonais, qui est un style de... Comme ça se dit, là, c'est du genre de punk rock ultra distorsionné puis basé sur les dissonances au lieu des harmonies puis tout ça. Je pense qu'on entend un peu ça dans leur musique en général. Ils ont 3 albums. Fait que lui, il va plus dans le jazz, tout ça. Leur premier album était plus rock expérimental, on va dire. Mais il y a toujours cette espèce de voix-là. Le gars qui chante, on va dire, souvent va parler plus que de chanter dans sa musique, un peu comme Scott Walker oui, je me rappelle. Puis, tu sais, je vais te faire écouter une toune, la première toune de l'album, c'est comme ça qu'ils t'introduisent à l'album, tu sais, on rentre dans une folie, là, un peu. Puis, tu sais, le gars, il me fait penser à Scott Walker dans la manière qu'il livre son texte. Fait que je te le mets. There's always something, an old twitch, hearing loss, a ringing noise, new flesh, a new bump, a weightlessness, a headache, a sore limb, an itchy gash, a mirage, a tumor, a scare. And when one is fixed, another breaks. When some destroyed, more await. When it is time, no one comes. When you have time, it is up. And even from without, there is nothing you will find running at full speed without a dent, factory shine, always slightly out of time. Always, always dust. Always, always, always no such thing as luck. Only chance on the rock. Inevitable loss, running low, almost empty, almost always gone. Going, going, gone. Each day quicker, each day gone. Lost. The more, the less useless. That's that. No more. Meet me at the door. It's open. Come in. Wash away the sin. No more lazy sloth. The sand pickers had enough. No nail grows yet. All toes now. Ah ouais, je trouve ça cool. Je suis content. J'ai l'impression que ce qui me fait penser à Scott Walker dans ce morceau-là en particulier, c'est quand que les violons puis tout ça commencent à enfler là, puis que ça devient comme orchestral soudainement. Ça. Il passe comme d'une comédie musicale à un autre genre de film. En tout cas, il y a quelque chose de drôle. Puis tu sais, le chanteur, il incarne vraiment bien le personnage, je trouve, du crooner comme ça. Il est souvent habillé tout en costume, veston, cravate, blanc, des petites lunettes fumées. Il est souvent assis pour chanter, puis tout ça. Il joue sa guitare, puis il est assis. Puis là, ben, il parle dans le micro, puis tout ça. Fait qu'il y a de quoi de, je sais pas, de très... très moderne dans leur approche musicale, là, que c'est super varié, que ça change beaucoup, tout ça. Je pense quand même qu'il y a une... dans cet album-là en particulier, c'est mis entre parenthèses quand même dans un univers jazz, mais un univers comme c'est dit dans
dans le titre de l'album, tu sais, Hellfire, c'est un album de jazz qui a été enregistré en enfer, on dirait. Étant donné que je connais moins ce genre musical-là, j'ai un peu moins de théories à amener là, autour de ça. Ouais, ben vite de même, ils sont combien là-dedans? Sont-ils une grosse gang? Je pense qu'ils sont 4, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça. Parce que ça sonne comme si c'était une grosse gang avec les orchestres puis tout, mais... Oui, ça c'est l'album, mais je pense qu'en show, ça donne plus quelque chose de rock à certains égards, mais ils ont aussi des musiciens qui les accompagnent en spectacle puis tout ça. Mais à la base, c'est 3 ou 4 gars qui ont composé ça. Je pense qu'ils rendent jaloux ben du monde en ce moment parce que c'est des petits cons, tu sais. C'est à peine s'ils savent ce qu'ils font, mais Colin, ils savent ce qu'ils font puis ils sont en train de faire de quoi. C'est des artistes, en fait, tu sais. Ils ont étudié en art, pas vraiment en musique. T'sais. Ouais, c'est ça. Fait qu'ils créent des univers, il y a toute une imagerie autour de ce qu'ils font. Leurs vidéoclips sont quand même assez incroyables aussi. Fait que tout un univers, je trouve, à découvrir, qui est, comme souvent j'aime présenter, qui est plus que simplement des musiciens qui font des trucs. C'est tout un univers à checker. Fait que je vais te mettre une dernière petite tune. Ouais, cool. 30 miles from the mines. Have you seen the drunken captain singing? What you want to know? One more night in Absalom. Help yourselves, men, to whiskey, onions, and chilies. Fait que, bon, voilà, à découvrir Black Midi, à ne pas confondre avec le genre musical complètement déjanté. Mais quand même, ils sont aussi déjantés, puis ils ont quand même cet aspect très rapidité là, qui vient signer un peu leur style. Fait que voilà. Ben cool, c'était fougueux. Avant de commencer de parler des ragas, qu'est-ce que c'est les ragas? Peut-être faire une petite parenthèse qui va servir aussi pour ma prochaine présentation, un peu comme par rapport à la culture indienne, l'histoire indienne en général. Tu sais. C'est un pays, veut pas, qui a une histoire qui est millénaire. Avant l'an 0, il y avait déjà beaucoup de choses de faites là-bas, disons ça de même. L'an 0 de notre calendrier. Pour être honnête, l'existence des ragas, si j'en reviens un peu déjà aux ragas, je suis pas sûr exactement de quand ça remonte, mais probablement plus de 1000 ans déjà, tu sais. Mais après, je ne veux pas trop me mouiller sur l'origine, mais ça fait très longtemps. Tantôt, je vais te parler des mantras. Ça, les mantras, c'est probablement que l'écriture n'existait même pas encore tout à fait. Oui, OK. Ça donne une idée déjà. Donc, j'aborde un sujet qui est impossible à décrire en 5 minutes. Puis j'aborde aussi un sujet qui est pour notre culture, pour notre point de vue, qui peut être comme un peu étourdissant parce qu'il y a tellement de choses, puis veut pas avec les années de couches qui n'ont pas arrêté de s'accumuler, puis comme des traditions de plus en plus comme parfois dogmatiques, parfois éclatées. C'est comme, on dirait que tout est vrai quand tu parles de ces affaires-là parce que ça l'a été ça, v'là 1000 ans. Après ça l'a été complètement le contraire 500 ans plus tard. Mais il y a des points qui restent. Puis c'est encore vivant aujourd'hui, au moment où on se parle. Donc, qu'est-ce que c'est des ragas? Ben, le style raga. C'est une sorte de musique classique indienne, mais qui n'a rien à voir avec le classique qu'on connaît. Il n'y a pas de symphonie, tout ça. Souvent, ça va être 1 ou 2, 3, peut-être 4 musiciens qui vont jouer ensemble. Les instruments principaux qu'on va voir là-dedans, ça va être la sitar, le tabla, qui est une sorte de percussion qu'on joue avec les deux mains. On peut faire des variations de... Il y a comme un petit son vraiment... bondissant qui est ça que je trouve le fun. La flûte. Oui. Puis il peut y avoir du chant aussi. OK. Ça peut arriver. Puis évidemment, toutes les autres exceptions. Le concept, disons, de base des ragas, c'est un peu ancré dans la religion, là-bas, la religion védique. C'est-à-dire que selon la saison, selon le moment de la journée, puis selon l'intention de qu'est-ce que tu veux décrire, il y a certaines notes qui sont bonnes puis certaines notes qui sont pas bonnes. OK. On pourrait appeler ça une gamme,
Mais c'est une autre, là, j'embarquerai pas là-dedans, c'est trop complexe, mais c'est une toute autre vision que nos gammes à nous. Il y a des corps de ton, il y a comment tu montes la gamme de la note, disons, de base jusqu'à la note la plus aiguë. C'est pas la même chose que quand tu redescends. OK. C'est pas nécessairement, des fois oui, des fois non. On n'a pas ça ici en Occident, on n'a pas ce genre de système de pensée-là. Puis, c'est ça, c'est que si je me lève un matin, disons qu'on est le 1er février, puis il est 5 heures du matin, j'ai telle note que je peux faire avec telle mélodie qui existe, qui sont apprises sur des dizaines d'années de temps, dans lesquelles je peux jouer. Mais s'il est rendu 8 heures, là, il faut que je change. C'est plus les mêmes mélodies, c'est plus les mêmes gammes. Puis, idéalement, je sais pas si tu commences à voir le genre. Ouais. Il y a des milliers, voire même des millions de possibilités par rapport à quel jour ou quel moment dans la saison on est, si c'est une fête religieuse ou pas cette journée-là. Puis en Inde, il y en a une presque tous les 2 jours. Puis le concept d'un musicien de raga, en vrai, c'est de connaître le plus de phrases possibles. Parce que c'est toutes des phrases, on va dire, déjà faites. Mais c'est des milliers, des millions là, de phrases qui existent, avec un système de notation qui est autre. Là, Tati, en tout cas, ils ont des noms autres. Mm-hmm. Écoute. Tu t'embarques dans un gros... Oui, c'est un gros sujet, mais je veux juste en même temps, n'en jouant pas moi-même, j'ai peut-être des lacunes dans certaines explications, mais en même temps, ce que je pense qu'il est important de noter, c'est comme si tu n'as pas déjà compris qu'on est dans un monde qui est vraiment différent du nôtre, ben là, ça serait le temps que tu comprennes. Ouais. On n'est pas à la même place. Puis c'est là, en même temps, que ça devient hyper, intéressant, mais aussi une petite couche de complexité de plus. C'est que, comme je te dis, il y a un paquet de phrases qui existent. Des petites phrases, des mélodies, là. OK, ça, c'en était une. Ça en était une autre. Etc., tu sais. OK, ouais. Les musiciens qui apprennent ça, c'est une tradition orale. OK. Donc, oui, il y a une base théorique, un peu comme je suis en train d'expliquer, qui est, on va dire, comprenable pour nous. Mais il y a quelque chose qui est purement expérientiel là-dedans. Au final, le musicien ne devient pas tant un musicien qu'un genre de... On pourrait appeler ça un moine. C'est sa pratique de méditation, de faire ce genre de musique-là. On pourrait dire que c'est ça, tu sais. Puis, ce qu'il fait comme prestation, c'est pas du divertissement comme, disons, un concert de rock. C'est littéralement un moment de communion, disons, je sais pas comment dire, en Occident, on dirait aller à l'église, aller à la messe. Là. Ouais. Ben, on pourrait dire que c'est une forme d'équivalent d'aller à la messe, mais en même temps, c'est pas ça pendant tout. Fait que le musicien raga devient comme une forme de prêtre, en très gros guillemets, qui présente son expérience, qui partage en vrai sa méditation avec tous les gens qui sont là. Le fait que le but, c'est pas de répéter une phrase, puis d'en faire une autre, puis d'en faire une autre. En fait, c'est de faire allusion à la phrase. Donc, tu es constamment en improvisation. Okay. tu vas jouer peut-être la phrase, tu vas en jouer une autre, mais à ta manière, fait que tu vas changer 3-4 notes. À un autre rythme. Après ça, tu vas jouer, par exemple, la même phrase dans ce qu'on pourrait appeler une mesure en 16 temps ou en 4 temps, peu importe. Mais tu vas refaire la même phrase, mais cette fois, ça va te tenter de le faire en 17 temps. Pas que tu viens de changer ça de même. Parce que la notion du temps n'est pas du tout la même. Nous, on tourne 4, 1, 2, 3, 4. Eux autres, écoute, si on joue en 21, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4. Ça peut être compté de même. Eux autres, il n'y a pas de limite dans leur vision de la chose. Tu sais. C'est une vie entière consacrée à devenir un musicien de raga. Je te présente pas d'artiste. Aujourd'hui, là, ce serait le temps que je t'en fasse jouer, n'est-ce pas? C'est une vie entière de devenir un musicien de raga. Je te présente pas un artiste en particulier. Fait que ce que je me suis dit, c'est que je vais y aller avec, disons, les connus de notre époque. Un que moi, j'affectionne particulièrement, c'est Ali Akbar Khan. Sinon, qui sont tous des genres de sisters, là, ceux que je te présente. Sinon, un qui est bien connu, c'est Ravi Shankar, qui a été entre autres connu parce que quand les Beatles sont allés en Inde, c'est lui qui a appris à George Harrison comment jouer la sitar. Puis sa fille, à Ravi Shankar, qui est Anushka Shankar, qui est aussi une super bonne musicienne. Puis petite parenthèse, Ravi Shankar est le père aussi de Norah Jones. Fait que je vais te mettre un premier extrait de Ali Akbar Khan. Cool.
Nice. Ça, c'est un 14 février à 11h le soir. Ben, vois-tu, ça, c'est traditionnellement. Puis, tu sais, le nord de l'Inde, le sud de l'Inde ont des traditions pas nécessairement identiques. Mais aujourd'hui, cet aspect-là est un peu laissé de côté, tu sais. Mhm. Mais ça l'a déjà été à l'époque plus rigide Ouais, OK. par rapport à ça. Aujourd'hui, c'est un peu plus mis de côté. Puis, tu sais, il y a le concept de concert comme plus officiel. À l'époque, un concert à midi, c'était peut-être normal, mais aujourd'hui, un concert, c'est pas mal à 8 heures, tu sais. Mhm. Fait qu'il ferait pas mal toujours les mêmes segments si c'était vraiment le cas. Fait que là, c'était vraiment juste sitar et tabla. Mhm. Tu sais. Je te montre tout de suite un autre extrait, cette fois-là, de Ravi Shankar. Wow! Ouais, ça Ouais. rock plus. Ah, ben là, exact, c'était le but. Je t'ai montré un autre extrait. Ça veut pas dire que ce musicien-là, par rapport au premier que je t'ai montré, ça veut pas dire que lui est tout le temps dans le tapis, puis l'autre est incapable d'être dans le tapis. C'est pas vrai du tout. C'est la base d'être un musicien de raga, c'est d'être capable d'aller dans toutes les capacités de l'instrument. Tu sais. Donc, autant dans la vitesse que dans on va dire le lyrisme. Tu sais, c'est comme une base. En fait, je pense que c'est même pas... tu sais, contrairement aux musiciens de métal, on parle même pas de technique. C'est juste genre, je veux exprimer telle émotion parce qu'il y a toujours le divin dans l'idée au final. Mhm. Ben, je vais y aller. Tu sais. Peut-être t'as remarqué, il y a toujours un genre de bruit de fond. Ouais, Ça, c'est vraiment la sitar. Puis ça, c'est un instrument quand même trippant. Je veux dire, j'ai jamais essayé moi-même, mais il y a les cordes où tu joues, il y a les frettes où tu mets tes doigts. Les frettes peuvent se déplacer. Fait que tu peux dire, OK, ben là, je vais mettre ma frette plus par en haut, par en bas, peu importe, pour aller chercher une note différente à cet endroit-là du manche, tu sais, ou même la mettre de travers si ça te tente. Parce que tu peux tricher un peu. Puis, il y a d'autres cordes que tu touches pas nécessairement, qui font juste comme, on appelle ça des cordes résonantes sympathiques. OK. Fait que tu joues des notes, puis la vibration de l'instrument fait vibrer ces notes-là. OK. Ce qui crée là, qui est comme un peu toujours là comme un genre de drone. Hein. Très cool, très cool. Ouais. Moi, je me pose une question, c'est peut-être niaiseux à demander, mais on a peut-être déjà trouvé la réponse quand on a parlé des Beatles, mais tu sais, dans la culture populaire, dans la télévision, le cinéma, j'ai l'impression que cet instrument-là, ce type de musique-là, est souvent associé ou utilisé pour montrer des scènes où les gens ont pris des psychédéliques, des drogues, quelque chose comme ça. T'sais, il me semble dans les films, dans les émissions de télé, on a souvent vu ça. Une scène où quelqu'un est en train de triper puis qu'il y a de la sitar puis de la tabla qui joue en background. T'as-tu une idée pourquoi que ce son-là soit un code pour dire le gars, il a pris de la drogue, quelque chose comme ça? Ouais. Veux pas, c'est des Occidentaux qui ont fait ces films-là avec cette musique-là. Exact, oui. C'est les Occidentaux principalement qui ont été dans le monde des drogues. Tu sais, oui, les Indiens ont leur drogue du venin de cobra. Ça gèle, là. J'ai jamais essayé, mais prends-en pas trop. c'est mon seul conseil, un petit peu. Ouais, tu microdoses. La microdose de cobra. Mais parce que, dans le fond, ma théorie, là, je vais essayer de la résumer, c'est que quand, disons, aux États-Unis particulièrement, il y a eu le mouvement plus hippie, beatnik, puis tout ça, il y avait en même temps l'apparition du LSD, ces affaires-là. Oui. Puis, il y en a plusieurs, veux pas, qui, dans cet état second-là, touchaient à des réalités ou à des dimensions qui ne comprenaient pas à quoi qu'ils venaient de toucher. Mm-hmm. Parce que ça semblait tellement réel d'être genre connecté à l'univers au complet ou des trucs de même, tu sais. Il y a eu beaucoup de gens qui ont été chercher la réponse à c'est quoi ce trip-là, tu sais. C'est pas... il y a comme des scientifiques qui ont fait, tu sais, dans ta tête, tu as le récepteur qui est capable de recevoir cette molécule-là. Donc, ça sous-entend que tu es capable de la créer toi-même. Donc, ça sous-entend que ton état de conscience peut t'amener là sans la drogue, tu sais. Mm-hmm.
c'est qui a la réponse? Les scientifiques étaient capables de dire ça, mais ils savent pas plus c'est quoi. Ouais. Parce que là, on sort du monde logique, on sort même un peu du monde matériel à la limite. Qui avait la réponse? Ben, les Indiens. Eux autres, avec les techniques, on va aller un peu plus loin tantôt des mantras. Les techniques de respiration, techniques de méditation, de connexion à soi-même. À un moment donné, c'est pas pour rien qu'il y a des gens qui sont capables en Inde, on voit des histoires de le gars, il est resté 3 mois assis là, pas manger, pas dormir, pas aller aux toilettes, assis là, en extase totale, pas pris de drogue. C'est juste une. Tu sais, là, rendu là, c'est une manière de contrôler l'esprit. Même pas de le contrôler, mais de ne pas être contrôlé par les illusions du monde. C'est plus ça qu'il dirait, je crois. Fait qu'ils ont été chercher la réponse en Inde, mais en allant chercher la réponse, ils sont revenus avec toutes sortes de bagages. Tu sais, on pourrait dire un peu, quoique c'est pas 100% vrai, le yoga, la culture hindoue. Tu sais, après ça, la musique. Ouais. Puis les théories de védiques, justement, de non-dualité, puis ces trucs-là. Bref, pour finir la théorie, je pense que les premiers qui étaient capables d'avoir une explication à ce que c'était le trip de drogue, c'était les Indiens, probablement. Pour notre culture à nous, il y avait peut-être d'autres cultures qui avaient déjà une réponse aussi. En Amérique latine aussi, il y a beaucoup de chamans qui vont utiliser des plantes, des trucs de même, des drogues pour aller dans des états seconds. Oui. Mais tu sais, c'est une autre histoire. Les Indiens, disons les maîtres indiens, yogis, vont juste jamais prendre de drogue. Là. Oui, intéressant. Ouais, fait que je vais te mettre un dernier extrait pour parce qu'on aime ça. Nice. Ouais. Ouais. J'ai fait exprès pour laisser un petit bout vocal à la fin parce que elle veut pas être un peu plus moderne. Puis elle. Ben, tu sais, ça déjà, c'était comme un début de mantra en passant. Okay. Ce qu'on entendait. Puis l'approche qu'elle utilise dans sa musique, je sais pas si tu as trouvé que c'était comme, on aurait dit plus populaire comparément aux autres. C'était comme moins épuré, un peu plus comme facile de suivre. Il y avait comme un peu plus d'orchestration. Oui. Fait elle a été comme un peu plus dans quelque chose de populaire, mainstream, entre guillemets. Ouais. Mais quand même, fait que là, tu sais, j'ai fait exprès pour finir avec ça, juste pour les ragas, comme j'ai dit, c'est des milliers, au moins des siècles d'existence. C'est encore en évolution, puis comme tous les styles musicaux, tous les musiciens intègrent des éléments de d'autres. Fait que là, c'était un raga un peu plus pop avec une touche de mantra qui s'en venait. Bref. Ouais. Fait que c'était les ragas. Super. Un raga de boulettes. All right, bon. Oups. Incroyable. Encore une fois, on parle de spiritualité. Là, moi, je vais te parler d'un album concept qui s'appelle You're Dead, qui parle de la vie après la mort, de la mort et de tout ce qui entoure ça. Nice. Il y a un artiste qui s'appelle Flying Lotus aux États-Unis. Il est né en Californie en 83. Puis ce gars-là, ben, il a étudié en cinéma à la base en Californie. Puis pendant ses études en cinéma, il s'est mis à s'intéresser à comment transmettre un scénario de film dans de la musique, dans un album de musique. Fait que lui, il s'est intéressé beaucoup à composer de la musique qui va dans, justement, on pourrait dire des albums concept. On pourrait dire que la plupart des choses qu'il a faites, ce gars-là, on est dans les albums concept. Okay. Celui que je te parle aujourd'hui, c'est son deuxième album. Il est sorti en 2014. Donc, depuis, il en a sorti quelques-uns de plus. Mais celui-là, je l'ai trouvé particulièrement intéressant dans son approche musicale. Tu sais, ce gars-là, il joue toujours avec le même bassiste. Puis là, à un moment donné, ben, apparemment qu'ils roulaient ensemble en auto puis qu'ils écoutaient du jazz. Tu sais, puis qu'ils ont dit, mais on devrait faire ça, nous autres aussi, du jazz. Puis tant qu'à ça, on va faire l'album de jazz le plus fucked up. Tant qu'à y être. Tant qu'à y être, on va faire ça.
Fait que ils ont commencé à créer quelque chose qui était supposé être un album double. Fait que c'est très dense comme album. Là. C'est long. Puis il a aussi invité du monde un peu, tu sais, Snoop Dogg, Kendrick Lamar, tu sais, des gros noms dans le hip-hop, dans la pop, tout ça. Puis il a enregistré tout ça chez eux. OK. Avec Ableton, puis tu sais, des outils modernes que n'importe qui pourrait se servir à la maison pour enregistrer. Là encore là, tu sais, t'as quelque chose de très varié dans l'approche musicale, mais en général, pour un album de rap, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de rap dessus. Ah ouais? Ouais, tu sais, il y a des tunes avec du rap, mais il y a énormément de tunes qui sont plus des grooves de jazz, puis tout ça, un peu expérimental, avec des éléments électroniques un petit peu, puis beaucoup de jazz, tu sais. OK. Fait que je vais te faire écouter tout de suite un morceau pour le fun. Darkness in me and it's quite amazing. Life and death is no mystery and I want to taste it. Step inside of my mind and you'll find curiosity, animosity, high philosophy, I can prophesize meditation. Reminisce on my wonder years and I wonder, yeah. Sentiments of my words ain't been so sincere. It's intimate to my nerve that I just persevere. The big thought of falling off disappear to my faith. They say their head is real. Analyze my Fait que le rappeur que t'entends sur cette tune-là, c'est Kendrick Lamar, justement. Puis t'entends l'espèce de petit jazz un peu nerveux en dessous. C'est un peu ça le son de l'album, beaucoup, en fait. Puis c'est ça, comme je disais, tu sais, comme je disais, oui. Comme je disais, c'est un album qui a beaucoup d'instrumental. Ça va beaucoup dans le lo-fi hip-hop, je trouve, là, des fois, des tunes plus smooth, plus groovées, là, tu sais, que t'as du beat, puis quelque chose de très électronique, doux. Je vais t'en faire écouter un autre, t'in. Ouais. Ouais, j'aime ça, cette vibe-là. Ouais. Genre de voix R&B gospel. Je sais pas gospel, mais R&B soul plus. Avec un beat vraiment pas. C'est différent. Ouais, j'aimais ça. Ouais. Puis c'est reverb en même temps. Tu sais, on dirait que c'est un peu plus fantomatique comme R&B. Mais en tout cas, il y a quelque chose de... c'est difficile, je trouve, de décrire l'album parce que, comme je dis, c'est dense puis c'est un long album, tu sais. Mais tu voyages au travers d'une espèce d'inconscient d'une personne, justement, qui meurt, puis qui vit sa vie, il revit sa vie, puis ensuite, il voit ce qu'il y a après, tu sais. Fait que l'album est très, très beau, d'ailleurs, là. C'est tout en dessin, style manga, un peu, là, avec un visage qui a un trou blanc au milieu, puis qu'il y a de la lumière qui sort de la face. Ah, c'est beau. Ouais. En fait, c'est son 5e album. Puis, tu sais, il a commencé en 2007. Donc, oui, tu sais, il y a eu, je pense, 1 ou 2 autres albums après. Mais celui-là, il était déjà connu pour faire des trucs un peu élaborés. Puis j'ai l'impression que, un peu comme Gorillaz, tu sais, je sais pas si tu connais un peu ce groupe. Un peu, là, pas tant, mais oui. Tu sais, Gorillaz, ils font les trucs à leur manière. Ils sont capables d'aller à la radio, faire du gros mainstream tout en n'étant pas tout à fait pop, en restant un peu expérimental, puis tout ça. Puis j'ai l'impression que ça attire des artistes qui sont plus formatés dans un format pop, justement. Snoop Dogg aussi a participé à un album de Gorillaz, puis plein d'autres artistes, tu sais, qui ont leur propre truc, là, puis tout ça. Gorillaz ont réussi un peu à percer avec leurs 2 premiers albums au point où leur 3e album est un album entièrement de featurings, finalement. Chaque tune, il y a un artiste d'invité dessus, il y a Snoop Dogg, etc. Tu sais. Fait que j'ai l'impression que c'est peut-être pour des artistes plus mainstream comme ça que les gens vont acheter ce qu'ils font parce qu'ils font ce qu'ils font, puis qu'il faut qu'ils continuent à faire ce qu'ils font tout le temps. Ça doit leur donner une occasion d'aller ailleurs, d'expérimenter. Ouais, c'est ça. Puis en même temps, de travailler avec quelqu'un d'autre, c'est apprendre de l'autre aussi, tu sais. Oui, c'est ça.
Ça devient inspirant mutuellement. Puis... Exact. Ouais. Donc, bon, je sais pas si c'est ce qui a pas poussé Kendrick Lamar à participer à cet album-là, mais c'est ma théorie, on va dire. Ouais. Fait que voilà, tu sais, je trouve que c'est de la musique qui se décrit mal, qui s'écoute finalement, tu sais. Ouais. Je pense que c'est une musique qu'il faut que tu prennes le temps de l'écouter du début à la fin pour vraiment, justement, c'est comme un film, donc il faut écouter tout le film au complet d'une shot, sinon c'est un peu poche, là, j'ai l'impression. Fait que oui, il faut prendre le temps d'écouter cet album-là. Puis je pense aussi que ce gars-là, il va un peu dans plein de directions. Je te suggère fortement Flying Lotus. Cet album-là s'appelle You're Dead. Bon, ben... Excuse-moi, là. Ouais, fait que pour compléter mon petit voyage en Inde de la journée, de la semaine, peu importe, je vais te parler de mantras. Yes. Qu'est-ce que des mantras? C'est tout ce que je sais. C'est un mantra, en effet. Ben, comme tu as dit en tantôt, dans le fond, moi, dans ma vie personnelle, j'ai une pratique de yoga, une pratique spirituelle basée dans le yoga, puis un peu dans d'autres choses. Oui. Puis, quelque chose qui fait partie du yoga, pas obligatoirement, c'est les mantras. Mm-hmm. Un mantra, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, c'est l'usage de son ou de vibration pour aller dans certains, soit dans certains états de conscience ou pour aller dans certaines guérisons de soi-même. Tu sais. Puis j'ouvre tout de suite une parenthèse parce que moi, ça m'a toujours fasciné comment dans les textes anciens, tu sais, que mettons, Bouddha parlait des atomes ou ben non, eux parlent, les textes yogis parlent de l'univers comme étant à la base un son. OK. Puis la science d'aujourd'hui, quantique et moderne, confirme tout ce qu'il disait. Ah ouais. L'univers, à la base, ben, tout est vibration, tout est fréquence. Puis quand tu ramènes ça à une certaine logique, ben, si c'est une vibration, c'est un son. Tu sais. Fait que là, moi, ça me fascine. C'est comme, il n'y avait pas les outils qu'on a, mais maudit qu'ils connaissaient des affaires. En gros, l'utilisation d'un mantra qui commence de plus en plus à être accepté aussi en médecine aujourd'hui, puis dans des trucs de même, c'est l'utilisation de vibrations ou d'éléments, disons, dans l'acoustique pour aller, disons, remettre des cellules en santé, des cellules qui ne le sont plus, aller les remettre en santé ou remettre une vision claire dans l'esprit. Mm-hmm. C'est littéralement le but d'un mantra, c'est d'élever la conscience. OK. Si je fais un petit aparté, dans le monde du yoga, il y a mantra, yantra et tantra. Les gens connaissent souvent le tantra comme une pratique plus, disons, homme-femme. Là, je vais censurer une petite affaire. Puis en vrai, c'est pas ça pantoute. T'sais. C'est comme une déformation nord-américaine. Le tantra, c'est autre chose. Vous irez faire vos lectures. Ouais. Il y a une base, oui, d'unir les polarités. C'est vrai, là, il y a comme cette base-là, mais le reste, c'est de l'extrapolation un peu perverse. C'est un gars qui est revenu d'Inde et qui a fait « J'ai tout compris à propos du tantra. Venez-vous-en, je vais vous montrer. » Ouais, puis j'ai 25 ans, ouais. Je reviens d'une retraite de tantra d'une fin de semaine. Ouais. Laisse-moi te montrer. Ouais, comme toutes les pratiques, chaque pratique a sa valeur, mais si on reste dans le côté un peu plus puriste, traditionnel, le tantra, c'est pas ça du tout. Ouais. Si je reviens au mantra, donc, c'est l'usage de son pour la guérison. Disons ça de même. Ou pour l'atteinte d'états de conscience supérieur. Om, comme tu dis, c'est un mantra. Ouais. C'est le mantra primaire, c'est le premier mantra. C'est probablement le plus important aussi. C'est pour ça, souvent, que des mantras, j'en nomme un comme ça, Om Namah Shivaya.
Ça commence par Om, puis après ça, il y a la phrase Om, Triambakam, blablabla. OK. Souvent, Om, c'est comme le premier. Om, c'est dans la tradition, c'est le son de l'univers. L'univers, tu sais, comme je te disais, dans leur vision des choses, l'univers est un son. Om, c'est le son qui contient tous les sons. OK. Puis, en fait, c'est pas Om, c'est Aum. Aou. Aoum. Puis, les gens à la maison, faites l'expérience. Si tu fais A, vraiment, tu sais, un bon A grave, tu vas sentir ça dans ton ventre. Si tu fais OU, en fait, tu fais juste fermer un peu la bouche. Il n'y a pas d'usage de tes lèvres, il n'y a pas d'usage de ta langue. Là, tu vas le sentir dans ta poitrine. Aou, ça vient plus ici. Puis quand tu fais là, tu fais juste fermer la bouche complètement. C'est du creux de la gorge jusque dans ta tête. Ouais. Le but de ça, c'est de te rendre compte que tu vibres du bas de ta colonne jusqu'en haut. Aoum, c'est... On amène toute l'énergie le long du canal principal énergétique dans la tradition yogique encore. Là. Je sais pas si ça a rapport aux babines, tout ce que je suis en train de dire là, mais en tout cas, c'est un élément du yoga, fait que c'est Aoum en fait. Puis c'est probablement ce même mot-là, Aoum, qui est devenu, avec la force des choses, Amen, qu'on dit à la fin de nos prières catholiques. Ouais, hein? Puis là, je me souviens plus, mais en arabe aussi, c'est un mot qui ressemble. OK. En tout cas, bref. C'est probablement le même mot qui s'est juste exporté vers l'ouest dans les années. Un exemple de mantra, je t'ai dit Om Namah Shivaya. Qu'est-ce que c'est en vrai? C'est du sanskrit en général, qui est une langue qui est basée sur la vibration. C'est drôle cette langue-là d'ailleurs parce qu'on dirait que tu peux pas dire je vais aller acheter une pomme au magasin, mais tu peux parler de l'infinité de ton âme sans problème. OK, ouais. C'est peut-être juste que je connais pas assez la langue. Mais tu sais, si tu lis du sanskrit, il y a un mot pour tous les raccoins de ton âme, puis comment qu'elle contient l'univers, puis la mort, puis tu peux aller dans des nuances de compréhension de ton expérience, disons, spirituelle, que, écoute, même en français, on se rend pas là, puis encore moins en anglais. Puis... Ouais, quand même. Hein? C'est une langue qui est hyper pointue dans ces éléments-là qui sont plus, disons, invisibles, tu sais. Mais comme je te dis, je sais pas s'ils peuvent acheter une pomme dans cette langue-là, c'est pas sûr. Donc, les mantras, disons, indiens sont souvent en sanskrit. Souvent, encore là, on parle d'une histoire qui est millénaire. Il y a toutes sortes d'autres langues, dialectes. Je vais t'en faire jouer un tout de suite d'un groupe, moi, que j'aime beaucoup écouter, qui est Sounds of Isha. C'est pas de la musique qui est là pour te divertir. C'est de la musique qui est là pour t'élever. Puis si tu te sens prêt à aller là, c'est sûr que ça va te parler. Tu sais. Mais si tu as envie de... Moi, je file pour danser, puis tout, écoute pas de mantra. Quand même super important que j'ai pas nommé. En général, les mantras, c'est soit ça peut être un son, tu sais, Om, l'âme, peu importe, ou une courte phrase, ou un petit paragraphe qui est répété quasiment ad vitam aeternam. Il y a des nombres de fois sacrés dans la tradition indienne, genre 108 fois, c'est assez standard. Okay. Mais pour l'avoir fait, personnellement, chante un vrai bon Om, assis là, du ventre jusqu'au-dessus de ta tête, là, comme je t'ai dit tantôt. Là. 108 fois, là, je te jure, tu vas être buzzé, man. Ah ouais. Tu vas pas être la même personne avant que tu aies commencé, puis après. Des vrais bons Om, tu sais, sur Spotify, il y en a plein là, de 108 fois Om, 108 fois tel autre mantra. Mais je te jure, ça fait une job. Ça t'amène ailleurs. Là, si tu avais un problème, fais ça. Tu vas peut-être te ramasser plus précisément dans ton problème ou tu seras plus dedans parce que tu vas te rendre compte que c'était de la bullshit de anyway. T'sais. Ah ouais. Hein? Ouais. C'est assez fascinant. Fait que dans le fond, quand cette musique-là est designée pour que la personne qui l'écoute le fasse en même temps ou c'est comme un exercice? Ou... Pas obligatoirement. Le fait que tu l'écoutes, c'est encore là une question de vibration. Ça vient en interaction avec ton être. Ça va avoir un impact sur toi. Mais clairement, le fait de l'expérimenter puis de le faire toi-même, que ce soit avec la musique ou sans,
ça reste la pratique idéale, disons ça de même. Mhm. Mais personne n'est obligé à rien. C'est ça qui est fantastique. Tu n'es même pas obligé d'écouter de mantra pour évoluer dans la vie, là, on s'entend. Moi, c'est un chemin qui me parle. Ouais. Mais il y en a d'autres. Là. Il y en a plein d'autres des chemins. D'ailleurs, ce qui est dit dans un mantra, veut pas, il y a des significations à ces mots-là. C'est pas juste des vibrations, c'est aussi un sens. Celui-là que je viens de te faire écouter, moi, j'ai trouvé ça super beau. Ce que ça dit, grosso modo, c'est la vie est à l'image de l'extase du Créateur. Fait que Dieu, lui, il trippe en Christ. Puis la vie est à son image. OK. Fait que, dans le fond, ce qui est un peu le but, c'est si tu te connectes à cette source-là, tu vas tout voir comme ton miroir. Mais il y a toutes sortes d'autres mantras. Il y a des mantras tibétains, des mantras plus au niveau du bouddhisme. Fait que là, je fais exprès, j'en ai pris un plus au Tibet, justement, avec une chanteuse extraordinaire qui va être dans les 2 prochains extraits que je te montre, qui est Deva Premal. Je crois, si tu veux t'initier au mantra, Deva Premal. C'est hot. Hey, c'est vraiment hot. Moi, ça vient me chercher direct dans le fond de mon cœur, ce genre de son-là. Là. C'est une autre vision de la musique, tu sais. Mhm. C'est une vision spirituelle de la musique, premièrement. Puis, je suis content, je suis full content que tu aimes ça, en vrai. Pleure pas. Je trouve ça le fun. Je trouve ça vraiment le fun que ça te touche pour vrai. Puis, je te cacherai pas que moi, présentement, dans ma vie, c'est à peu près 80% de ce que j'écoute. Ah oui? Des mantras. Puis, dernier extrait, justement, parce que là, je t'ai mis un premier extrait un peu plus, comme on va dire, traditionnel indien. Quoique pas tant. Après ça, je t'en ai mis un autre qui était vraiment là, deep, moine bouddhiste, avec les voix quand même gutturales. Là, je vais t'en mettre un parce qu'il y a énormément de mantras qui sont disponibles un peu partout sur Internet. Encore une fois, par Deva Premal. Là, qu'on est beaucoup plus dans on va dire un enrobage pop. C'est-à-dire, c'est un mantra, ça respecte la chose, mais tu sais, c'est pas des 8 minutes, 10 minutes de répétition de la même phrase. Comme ça, ce que tu viens d'entendre avec les voix graves, sérieux, après 10, je pense que c'est 10 ou 11 minutes, là, ils font que ça tout le long. Ce que tu viens d'entendre qui est comme une genre de boucle. Man, c'est altérant. Tu finis d'écouter ça, t'es mais t'es bien, là. Tu sais, t'es pas... si t'as envie dedans, wow! C'est plein d'amour, tu sais. Puis en vrai, quand je l'ai entendu, celui-là que j'ai mis en particulier, la première fois, je me suis dit, crime, c'est quoi ça veut dire? Ça veut dire, grosso modo, genre, va au-delà de ton cœur, va encore au-delà, et là, c'est l'éveil. Okay. Puis tu finis ça, puis t'es comme, man, je sais plus où je suis, mais t'as rien compris de ce qu'ils ont dit, là, t'as rien compris, mais t'es quand même genre, wow, mais t'es plein d'amour. Ça me rappelle quand on parlait de noise dans la première saison, puis qu'on parlait de l'aspect pleine conscience qui peut finir par se produire en écoutant un son comme ceux-là. Tu sais. Je vois comment tu as pu vite t'attacher à cette idée-là là, en écoutant ça, puis en parlant avec moi de ça. Tu sais, essentiellement, ça ressemble un peu à ça. Tu sais. Oui. C'est une pulsation, un son constant tu sais, qui te rentre dedans, puis là, à un moment donné, ça arrête, puis t'es comme... Oh. Ben, tu sais, on dit la guérison est dans le silence. Fait que c'est souvent, là, t'as cette longue répétition-là qui devient comme de bruit de fond, on va dire, qui devient comme un bruit de fond, même si t'es là, tu sais, comme juste là, t'es dedans avec. Puis, à un moment donné, ça arrête, cette chose-là, mais toi, tu restes avec elle. Puis c'est là que c'est là que ça se passe, tu sais. C'est après. Fait que la guérison se fait dans le silence. D'ailleurs, je te parle de mantra puis tout, mais la chose la plus sacrée, encore là, pour la plupart des traditions, ça reste le silence. Tu sais. Le son pour toutes sortes de possibilités, mais le but, c'est le silence. Tu sais. C'est là que tout est. Hey, c'est vrai que tu
tu dépasses un peu les lignes, les paramètres du show. Oui, pas mal. Mais je pense que c'est tes chroniques les plus intéressantes que tu as faites. C'est elles qui sont le plus proches de ce que je suis présentement. Oui, c'est ça. Ça paraît. C'est passionnant parce que tu en es passionné. Puis moi, je suis content qu'on fasse ça dans ce show-là là, pour la saison 2, qu'on dépasse un peu à quelques moments dans la saison. On va dépasser les lignes de ce qu'on est supposé de faire, on va dire. Mais encore là, moi, je suis vraiment content que... Je suis sûr qu'il y a plein de monde à la maison qui ont appris plein de choses autour de ça. J'espère. Ça pique la curiosité des gens un petit peu. Puis surtout, si ça peut déconstruire le tu sais, je vais le dire en mots crus, là, le fucké qui est assis qui fait « Oh! » Faut sortir de là, tu sais. Ouais, en 2024, puis je pense que d'être fucké, c'est pas mal plus de courir après son temps puis de travailler 70 heures semaine. Ouais. Ça, c'est fucké, là. Ça dépend vraiment du point de vue, tu sais. Ouais. Des fois, après, il y a les obligations, il y a les nuances, puis je veux pas juger personne, tu sais. Mais je pense que d'être assis puis d'être connecté à soi, ça a plus de valeur. Oui. On est rendu là, de mon point de vue. Je te mets le dernier extrait, comme je te disais, avec un enrobage plus pop, puis j'encourage tout le monde qui a envie de s'intéresser peut-être au mantra à commencer peut-être dans des affaires de même plus qui ressemblent à ce qu'on connaît, tu sais. Oui. Super intéressant, mon Guillaume. Fait qu'on conclut cette émission-là sur une note différente. Je suis content d'être allé là aujourd'hui parce que c'est ça. Oui, c'est de la musique, mais en même temps, c'est un peu un partage personnel que j'ai fait aujourd'hui à ce niveau-là. Ouais. J'ai l'impression que ça aurait mieux fité si j'avais pris les bands de la semaine passée, scandinaves, là. Ah ouais? Ils sont tous doux. Puis dans les gens auraient fini leur émission puis auraient été comme... Wow. Non, moi, je suis allé dans le jazz trop vite. Puis... regarde. Des fois, ça fit moins aussi. Tout est une recherche au final. C'est là qu'on est. Yes. Je te souhaite une bonne semaine. Puis j'espère que vous avez apprécié cette émission-là.